Peugeot a plus de 200 ans. 200 ans d'histoire. Quelle histoire! Leur histoire remonte à 1745. La famille joue son rôle. L'industrie et l'entreprise sont dans leur gènes. Nous avons connu des hauts et des bas. En 2014, le groupe est quasiment en ruine. Le lion est à genoux. La vie chez les Peugeot n'a pas toujours été linéaire. Il a fallu aussi accepter une alliance avec les Chinois. Quel choc! Quand ils ont décidé qu'ils allaient mettre 800 millions dans notre entreprise, il fallait convaincre les responsables que c'était pertinent d'investir autant d'argent dans une entreprise qui était à cette époque-là dans les difficultés que nous connaissons. Le pacte est solide, il est d'autant plus solide que l'entreprise va bien. Quand vous arrivez à verser durablement des dividendes, vous arrivez à avoir une famille relativement calme. Parce que si le lion a retrouvé ses dents aujourd'hui, il reste très vulnérable dans cette jungle mondiale. On est dans un monde qui change énormément. Et donc il faut être optimiste et toujours pragmatique et constructif dans cette industrie, sinon il vaut mieux aller faire autre chose. L'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est celle du groupe PSA. PSA, c'est son identité officielle pour les boursiers, les banquiers, la presse financière, les gens sérieux, quoi. Mais pour vous, pour moi, PSA, c'est Peugeot, Citroën, DS maintenant. Des marques prestigieuses, des marques d'automobiles qui appartiennent aussi au patrimoine historique. Peugeot a plus de 200 ans. 200 ans d'histoire. Quelle histoire! Quelle épopée passionnante! Parce qu'en 2012, on s'en souvient à peine, ces marques ont encore failli sombrer. Le groupe s'effondrait. La première chose qui m'a frappé en arrivant chez PSA, c'est la qualité des personnes de PSA. À la fois la qualité technique, la qualité humaine au sens de l'engagement au service de l'entreprise, qui a été, je pense, le point de déclenchement de la belle histoire de la reconstruction économique de PSA, qui nous a permis derrière très rapidement de la redresser. Ce groupe aujourd'hui, c'est 3 millions de véhicules produits par an dans le monde. Mais c'est aussi 180 000 salariés, dont 80 000 en France. Alors, l'entreprise a frôlé la ruine bien des fois, mais elle s'est redressée toujours, grâce au personnel, aux banquiers, aux concessionnaires, grâce à l'État aussi. Avec derrière une famille qu'on connaît mal. On la connaît mal parce qu'elle est restée tellement discrète, tellement provinciale dans sa culture, qu'elle a réussi à traverser 2 siècles de l'histoire de France sans vendre son âme au diable. La dernière crise aurait pu lui être fatale, fatale à tout le monde d'ailleurs, aux salariés comme aux actionnaires. Pour en sortir, il a fallu pactiser avec l'État. Quelle humiliation! Il a fallu aussi accepter une alliance avec les Chinois. Quel choc! Nous avons aujourd'hui une base qui est stable, qui représente à peu près 50%, dans laquelle nous trouvons évidemment la famille Peugeot, qui est un des 3 investisseurs de tête, l'État français et la société chinoise Dongfeng, qui eux contribuent à la stabilité et sont censés contribuer à la stabilité du groupe PSA. On a dit c'est un lion à 3 têtes. Non, non. Aucun des actionnaires actuels n'est en situation de domination. Les 3 sont à égalité. Le pacte est solide, il est d'autant plus solide que l'entreprise va bien. Ça aide. C'est donc cette formidable histoire, cette mutation qu'on va essayer de raconter, en ne cachant rien des efforts, des échecs, des perspectives. Parce que si le lion a retrouvé ses dents aujourd'hui, il reste très vulnérable dans cette jungle mondiale où les grands fauves produisent, eux, plus de 10 millions de véhicules par an. À quoi sert le design d'une voiture? À faire joli? À répondre à des études de marché? Ou à vous toucher là? Si vous partez du principe que chaque trait de crayon doit devenir un mouvement pour que chaque seconde au volant soit une nouvelle expérience, si vous enlevez tout le superflu et rendez tout plus ergonomique, alors vous trouverez le chemin entre le grain de la route et celui de votre peau. Voilà. C'est à ça que sert le design d'une Peugeot. Il faut remonter au XVe siècle pour retrouver la trace des premiers Peugeot. À la fin de la guerre de 100 ans, à l'époque où Jeanne d'Arc entend des voix en Lorraine, près de Sochaux, en Franche-Comté, on commence à entendre parler des Peugeot.
Certains même les appellent les pecnos, d'où Peugeot. Ils sont fermiers, d'autres vont devenir meuniers. Et les meuniers sont gens aisés à l'époque. Ils ont la main sur le blé, donc sur le pain. Alain Frère-Jean est historien. Il a épluché toutes les archives. Il explique que la fortune de cette famille est venue d'une femme. Leur histoire remonte à 1745, avec une femme, Catherine Mététal, la veuve de Jean-Pierre Peugeot. Et cette veuve se trouve à la tête d'un moulin et avec la charge de 8 enfants. La fortune, c'est la meunerie, parce que le marché, à l'époque, c'est le pain. Et ceux qui ont cultivé le grain sont obligés de l'apporter au moulin qui est concédé par le seigneur, le comte de Montbéliard, à la famille Mététal. Et donc à la famille Peugeot, puisque Catherine Mététal a apporté en dot ce moulin à son mari. Dans cette principauté de Montbéliard, les habitants ont une particularité. Ils sont protestants. L'Église fondée par Luther se bat contre l'obscurantisme. L'Église fondée par Luther se bat contre l'aliénation. Elle se bat pour défendre la liberté de penser, de travailler, de créer. Elle se bat aussi pour la liberté de s'enrichir. Alors, au fil des années et des guerres de religion, au XVIe puis au XVIIe siècle, cet ADN religieux va souder cette famille. C'est très important parce que les principes de la réforme, d'abord, sont que l'on doit étudier la religion dans la Bible, donc on doit apprendre à lire. Tous les protestants apprennent à lire à l'époque même où les catholiques apprennent la religion en écoutant les discours du curé ou en regardant les vitraux. Et eux doivent apprendre à lire dans la Bible. C'est au XIXe siècle que les Peugeot vont véritablement rentrer dans les annales de l'industrie naissante. L'industrie et l'entreprise sont dans leur gène. Sous l'empire de Napoléon Ier, les Peugeot ont construit 2 petites entreprises industrielles. Il y a 2 frères Peugeot qui sont dans les textiles et il y en a 2 autres qui sont dans le laminage de l'acier. En 1848, celui qui va devenir Napoléon III n'a d'attention, c'est très connu, que pour les femmes élégantes, parfois légères. Du coup, ces protestants qui commencent à travailler l'acier vont investir ce marché de la coquinerie. Le marché est porteur. Les Peugeot, donc, savent laminer l'acier. Ils vont faire des armatures de corsets, puis des armatures de parapluies. Et enfin, ils vont faire ces disques de métal qui soutiennent les 5 ou 6 rangées de jupons pour les crinolines. Et l'impératrice Eugénie qui a lancé cette mode, vous savez que c'était une femme d'une très grande élégance. Et c'est elle qui est à l'origine de cette mode, mettant en valeur une taille relativement mince et puis qui s'évase autour des cuisses. Et ça va être vraiment le début de la fortune des Peugeot. Napoléon III adore les femmes, il les collectionne, mais le Second Empire a surtout soif de développement économique. La construction, l'urbanisme, les chemins de fer sont en plein boom. Avec Morny, Haussmann, avec les Rothschild, les Wendel, Gustave Eiffel plus tard. Cette fin du 19e va transformer la France. Chez les Peugeot à Sochaux, il y a des cousins qui ont cette rage d'entreprendre. Armand et Eugène notamment. L'un est ingénieur, l'autre HEC, ou l'équivalent. À partir des barres d'acier qui sortent de la fonderie familiale, les 2 cousins fabriquent des outils agricoles, des scies à bois et même des vélos. Les vélos vont connaître un énorme succès. Hervé Charpentier est le conservateur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Il est passionné, il est passionnant. Armand Peugeot va partir en Angleterre et là-bas, il va découvrir quelque chose qu'on méconnaissait totalement en France, c'est le cycle. Et il se dit, en voyant un cycle londonien, mais bon sang, on sait faire tout ça chez Peugeot. Donc, aucun problème pour refabriquer du cycle pour le marché français. Le cycle Peugeot, né à cette époque, et va être le grand frère de la branche automobile. À la fin de ce 19e siècle effervescent, ce qui excite Armand Peugeot, ce serait de pouvoir construire des véhicules à moteur. Il sait qu'à Paris, il y a un certain Louis Renault qui bricole à Boulogne. Il y a aussi André Citroën. En réalité, il y a des centaines de mécaniciens qui tournent autour de cette idée. Armand Peugeot, c'est quelqu'un de novateur et quelqu'un qui voit l'avenir. Il est visionnaire. C'est un des 3 qui a créé l'automobile. Pourquoi vouloir passer du vélo à l'automobile? Tout simplement dans l'idée de rendre ce moyen de transport qu'est le cycle autonome, qu'il se déplace
par lui-même. Et ce qu'il veut faire, c'est motoriser ces cycles. Autrement dit, partir de son cycle le plus stable, le tricycle, pour le rendre automobile, pour le rendre mobile par lui-même. Et donc, il crée la fameuse type 1, qui sera en fait un tricycle équipé d'une chaudière à vapeur type Serpollet, qui vont être développés en collaboration entre Armand Peugeot et Léon Serpollet pour être présentés à l'Exposition universelle de Paris. Armand Peugeot connaît deux ingénieurs du nom de Panhard et Levasseur, illustres inconnus à l'époque, mais sorciers de la mécanique. Armand Peugeot, pendant l'exposition universelle de 1889, va voir fonctionner quelque chose dont il avait entendu parler, mais qu'il n'avait jamais vu de visu, c'est le fameux moteur Daimler. Et il va voir fonctionner ce moteur Daimler. Armand Peugeot a invité, juste après l'exposition universelle de Paris de 1889, Gottlieb Daimler et Émile Levasseur à venir lui rendre visite dans sa propriété pour pouvoir discuter de cette motorisation. Le jour de cette réunion, en septembre 1889, naît l'automobile. Les historiens de l'automobile placent la naissance de l'automobile ce jour-là. Ils vont installer sur un quadricycle d'Armand un moteur. Avec un moteur et un volant à la place du guidon, Armand invente l'automobile. C'est la première automobile Peugeot. Il va créer la fameuse Type 3, qui est la première voiture de Peugeot fabriquée de façon industrielle à 64 exemplaires. C'est énorme pour son temps. On est en 1891. Armand Peugeot veut donc lancer des fabrications en série. Il y tient absolument, mais son cousin, Eugène, n'y croit pas. Son cousin, lui, préfère continuer à vendre ses fourches de bicyclettes, ses outils, ses articles ménagers, les moulins à café. Alors, les deux cousins se fâchent. Les deux cousins se séparent. C'est brutal, c'est violent. Cette brouille va durer 15 ans. La majorité de la famille ne voulait pas suivre Armand Peugeot. Donc il a créé sa société automobile. C'est une scission dans la famille, tandis que ses cousins ont conservé les cycles, les machines à coudre et l'outillage. Armand Peugeot va gagner son pari. En 1897, il réussit à vendre 54 voitures à prix d'or. 3 ans plus tard, en 1900, il en écoule 500. Énorme succès. Les deux cousins ne se parlent plus depuis 10 ans. Mais le plus cocasse dans cette affaire, c'est que les fils d'Eugène sont eux aussi passionnés de voitures. C'est de leur âge, ils y croient. Alors, contre l'avis de leur père, ils conçoivent une voiturette qu'ils baptiseront la Lion Peugeot. Pourquoi Lion? Parce que leur père vend des scies aux dents acérées comme celles d'un lion. Et ce lion va venir forcément mordre les chevilles d'Armand. Ils sont concurrents. Les cousins, en 1906, se sont rendus compte du succès extraordinaire des voitures de Armand et ils se sont dit je voudrais bien en faire autant. Et ils ont construit des voitures sous la marque Le Lion Peugeot et qui sont même complètement concurrentes pendant une dizaine d'années. Eugène disparu, ses fils vont se rapprocher d'Armand. Les retrouvailles sont scellées à la porte du site industriel de Sochaux. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on conforte la marque autour du fameux lion. Des produits, une marque, un logo, une usine et une famille ressoudées, Peugeot peut entrer dans le XXe siècle armé jusqu'aux dents. Entrer dans le XXe siècle pour conquérir un marché qui va devenir fou. À la veille de la Première Guerre mondiale, les usines Peugeot sont devenues très importantes. Armand n'a pas de descendants, c'est donc le fils cadet, celui qui avait conçu cette voiturette en cachette de son père, qui devient le chef de famille. Il se prénomme Robert. Plus tard, la famille le baptisera Robert Ier, pour s'y retrouver dans l'arbre généalogique. Il régnera sans partage jusqu'en 1945. C'est un règne incroyable. Un règne traversé par 2 crises, par 2 guerres. En 1914, les usines, par exemple, sont mobilisées pour l'effort de guerre. Sochaux fabrique des vélos, des camions, des chars, des moteurs d'avion et des bombes. À la fin de la guerre, il faut tout réinventer. En 1930, le redressement a coûté très cher.
Les Peugeot ont vendu l'affaire de bicyclette qui était encore très rentable, mais ça ne suffit pas, ils ont besoin d'argent. Alors, ils vont faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils vont emprunter, mais ils vont tomber sur un escroc. Les Peugeot, pour financer leur expansion, ont fait appel à un banquier tout à fait dynamique, un nouveau venu qui s'appelait Albert Oustric, mais dans la confiance qu'ils avaient envers ce bandit, ils lui ont laissé les fonds à disposition. Et il en a fait un usage absolument catastrophique, si bien que les Peugeot se sont trouvés à la tête de dettes absolument considérables, donc ils étaient absolument au bord de la faillite. Et ils ne sont sortis que pour trois raisons. La première, ça a été une campagne que Robert Peugeot a faite auprès de tout le réseau de concessionnaires, en disant aux concessionnaires, aidez l'entreprise, sinon vous allez sauter en même temps que Peugeot. Donc les concessionnaires ont aidé l'entreprise. Deuxièmement, ils sont allés faire le tour des banquiers protestants qui les ont aidés. Et troisièmement, ça a été le succès d'une voiture épatante, la 201, qui a été un très très grand succès et qui a aidé à repartir l'entreprise. En 1940, c'est à nouveau la guerre. Les usines Peugeot sont occupées, elles sont sabotées, mais la famille tient, elle résiste. La famille protège l'outil, les personnels, sans se compromettre avec l'ennemi. Alors c'est pas facile, c'est douloureux. C'est un double jeu. Si on n'accepte pas de faire semblant de coopérer avec les Allemands, eh ben c'est très simple. Ils vous ferment l'usine, ils vous déportent en Allemagne tout le personnel et ils vous pillent toutes vos machines. Donc, vous n'aurez pas rendu réellement service au pays. Donc, il faut trouver un moyen de faire semblant d'accepter les commandes et puis de retarder, de limiter la productivité, de faire de la productivité à rebours. Et alors, le moment absolument fondamental, je pense que c'est le plus grand titre de gloire, à mon avis, de toute l'histoire de Peugeot, c'est que les Allemands ont voulu les obliger à fabriquer une partie de la fusée V1 qui va être dramatique contre les Anglais. Donc, on peut dire que le comportement de Peugeot dans cette affaire du V1 va permettre en tout cas de retarder d'au moins 3 semaines la mise en service des premiers V1 qui, autrement, aurait perturbé le débarquement de Normandie du 6 juin. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Peugeot va sortir de la guerre complètement ruiné. Cet empire industriel ne devra son salut, comme beaucoup d'autres, qu'au financement du plan Marshall, qui vont permettre la reconstruction de cette Europe qui a basculé dans l'horreur. Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs. Du coup, après-guerre, les Français libérés par le général de Gaulle se découvrent assoiffés de bien-être, de croissance, assoiffés de bagnole, comme dira Pompidou beaucoup plus tard. Le président de la République trouve que l'automobile doit avoir le pas sur tout le reste et que la ville n'a qu'à s'y soumettre et les habitants s'y soumettent. Ce n'est pas du tout mon point de vue. L'automobile ne doit pas s'étaler là où elle gâcherait le paysage, urbain ou pas urbain d'ailleurs. Pendant 30 ans, le marché automobile va exploser et se partager entre 3 grandes marques. Citroën, qui surfe sur le succès populaire de la 2 chevaux, la Dodoche, puis plus tard sur le nec plus ultra de la technologie haut de gamme, avec l'ID, puis la DS. Les people parisiens et le personnel politique vont rouler en Citroën. Ils vont rouler en Citroën jusqu'en 1981. Et puis il y a Renault, mais Renault est à part. C'est compliqué, Renault. C'est encore une entreprise d'État. Le positionnement commercial est plus flou. Les voitures Peugeot, elles, portent l'ADN de la famille. Du sérieux, du solide, un peu d'austérité. Ça plaît aux commerçants, ça plaît aux professions libérales, aux provinciaux.
Cette clientèle est fidèle. Du nouveau sous le soleil printanier. C'est d'abord la nouvelle 403 Peugeot qui a fait aux mains de son constructeur. Plus puissante que son aînée, la 403 est aussi plus spacieuse et peut transporter 6 personnes. Sans compter la 7e qui pourra toujours tenir dans la malle. Les voitures Peugeot ont une autre particularité. Elles ne sont pas baptisées. Elles sont numérotées. Les 201, 202, 203, puis la 204. La 204 Peugeot, la nouvelle née des voitures françaises, qui comporte un soubassement rigide à plancher plat, offre le maximum de volume habitable pour un faible encombrement extérieur. Son moteur supercarré de 1130 cm3, développant 58 chevaux SAE, en fait une voiture nerveuse et rapide, 138 km à l'heure. La 201 est la toute première voiture à inaugurer cette fameuse numérotation à 3 chiffres à zéro central. Comment on peut décomposer le nom de cette voiture? C'est en fait, on part du premier numéro, donc pour 201 le 2, qui va représenter la taille de la voiture. Une 201, c'est plus petit qu'une 301, qui elle-même est plus petite qu'une 401, qui elle-même est plus petite qu'une 601, qui est le navire amiral de la marque à cette époque, les plus luxueuses voitures de la marque à cette époque. Ensuite, vous avez la numérotation du 1. Le 1, c'est pour nommer la génération de la voiture. 201, c'est la première génération des véhicules de taille 2. Aujourd'hui, Peugeot vend des 208. 208, c'est la 8e génération des véhicules de taille 2. Donc 201 est l'arrière grand-mère de 208. A priori, c'est simple, mais il faut suivre. Enfin, on s'y fait. C'est aussi l'époque où Peugeot découvre la course automobile. Alors Peugeot gagnera Indianapolis, il gagnera aux 24 heures du Mans, des exploits techniques, mais Peugeot va surtout triompher plus tard dans les grands rallyes. De tout temps, la course automobile est un vecteur de communication, c'est de la publicité. Depuis la toute première course automobile de voitures 100 chevaux organisée au monde, gagnée par Peugeot, jusque dans les fameux rallye-raids africains, jusque au Paris-Dakar, toutes ces grandes courses qui permettent en fait de me faire parler de la marque et en bien, puisque en fait, on va parler de nos victoires. Pendant toutes ces années qu'on a appelées les 30 Glorieuses, la marque au Lion rafle tous les podiums. Les membres de la famille, eux, raflent tous les fauteuils. Les conseils d'administration, les filiales, les usines. À la direction générale, les Peugeot succèdent aux Peugeot. Il y en a partout. Jamais une entreprise n'aura été aussi familiale. Mais ça marche. Le problème, c'est qu'en 1968, ça cogne. Le monde a commencé à changer. La plupart des Peugeot ne voient pas ce changement arriver. Jean-Pierre Peugeot, lui, qui a pris les rênes après la guerre, l'a pressenti très vite. Il va envoyer son fils Roland à Harvard pour faire un MBA. À l'époque, les élites françaises sortent de Polytechnique ou de l'ENA. C'est ça ou rien. Alors Harvard, c'est bien, mais ça relève plus de la science-fiction que de l'éducation. Roland Peugeot a 33 ans. 33 ans quand il est propulsé à la tête des établissements Peugeot en 1959. Il en devient président du conseil en 1973, la veille du premier choc pétrolier. Il sait alors que le bouleversement est inéluctable. Roland Peugeot est comme tous les Peugeot, il fuit les mondanités. Sauf une fois. Ce jour-là, la France entière retient son souffle, le découvre, lui, l'héritier et sa famille, le 12 avril 1960. Son fils Éric, 4 ans, est kidnappé. Il est kidnappé dans le parc de Saint-Cloud où il joue avec la nurse. Et les auteurs réclament 50 millions de francs. Rares témoignages, peu d'indices, discrétion de la famille, l'enquête des policiers démarre dans le brouillard. Le lendemain, le père d'Éric lance un appel aux ravisseurs. C'est un père à qui l'on vient de prendre son enfant qui s'adresse à vous. Tous ceux qui ont des enfants et qui les aiment me comprendront, j'en suis sûr. Mon seul souci est de le retrouver sain et sauf le plus tôt possible. La rançon sera payée, l'enfant libéré 48 heures plus tard. C'est la première fois qu'un tel drame se déroule en Europe.
Quand Roland Peugeot prend le volant de l'entreprise, la France n'a pas de pétrole. Il lui faut donc des idées. Pour Roland Peugeot, cette gouvernance préemptée par la famille est trop fragile. Les temps nouveaux seront difficiles et pour lui, il faut du sang neuf. Il faut des talents extérieurs. Son père est d'accord. La majorité de la famille ne dit mot mais surveille. François Gauthier sera le premier agent extérieur. Il va d'ailleurs se retrouver devant une opération ultra délicate et ultra sensible. Le mariage avec Citroën. Surprise dans le secteur automobile. Le mariage Citroën-Peugeot a été annoncé hier soir dans un communiqué signé Citroën et Michelin, Michelin étant le principal actionnaire de Citroën. Une fusion importante. Elle marque la naissance du 4e grand européen de l'automobile, derrière Volkswagen, Fiat et Renault. Alors, ne racontons pas d'histoire. C'est un mariage forcé. On est en 1976, 2 ans après le choc pétrolier, Citroën étouffe, suffoque. Citroën appartient à Michelin. Or, Michelin, c'est Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand, c'est Valéry Giscard d'Estaing. On ne va pas faire un dessin. Giscard est président de la République. Pour que Citroën reste français et que Michelin reste debout, la seule solution, c'est de marier Citroën à Peugeot. Les concessionnaires regardent ce rapprochement avec méfiance. Parce que financièrement, c'est intenable. Le choc pétrolier a plongé l'industrie automobile dans une crise qui la ronge jusqu'au sang. Citroën a été racheté au plus mauvais moment. François Gauthier va rendre son tablier et laisser le job à Jean-Paul Parère. Jean-Paul Parère est un X-Pont, ancien du groupe de travaux publics du MES. Il trouve une situation financière dégradée. En plus, il doit lui aussi racheter les usines Talbot, l'ex-Simca qui s'effondrent. Des marques prestigieuses, certes, mais sans avenir, c'est pas une affaire. Chez les Peugeot, on commence à paniquer. L'urgence, c'est de trouver de l'argent. Alors, pour toute cette famille, Jacques Calvet est l'homme providentiel. Le sorcier de la finance, c'est lui. Ce haut fonctionnaire passé par la Cour des comptes, ancien directeur de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, ancien directeur de la BNP, limogé par François Mitterrand, au moment des nationalisations en 1981. Avec un tel parcours technique, politique, il ne pouvait pas déplaire aux Peugeot. Si nous ne vendons plus une seule voiture, supposition absurde, comment voulez-vous que nous conservions dans notre groupe 145 000 ou 146 000 personnes comme c'est le cas actuellement? Il y aura de nouvelles réductions d'effectifs, mais mon objectif n'est pas de les faire, c'est de les éviter. Sur le fond, la situation qu'il trouve est désastreuse. Le problème était de savoir si on allait pouvoir payer les salaires du mois. Ce qui, pour une entreprise qui comportait des dizaines de milliers de personnels, c'était un peu gênant. Jacques Calvet se donne donc comme priorité de redresser financièrement le groupe. Il faut réduire les coûts et commencer par fermer ce qui lui semble irrécupérable. Première opération, il ferme Talbot, l'ex-Simca, qui avait été racheté 5 ans auparavant. C'est dur, humainement, socialement. Les syndicats se déchaînent. Mais Calvet fait le job. Sur le plan social, c'est l'affaire Talbot qui a mené le suspense tout au long de la journée. Les négociations continuent entre le gouvernement et la direction. L'enjeu, ce sont les 2900 licenciements prévus et les moyens d'en atténuer les effets. La direction menace de fermer l'usine de Poissy, faute de décision. On attendait cette décision du gouvernement aujourd'hui. À l'heure actuelle, elle n'est pas encore connue. Il réduit donc la toile pour gagner de la marge. Par chance, Jacques Calvet a trouvé la 205, un projet dessiné par son prédécesseur. Le succès est colossal. Ça lui donne de l'oxygène. Hervé Charpentier s'en souvient très bien. Cette 205, elle va plaire tout de suite à sa clientèle et elle va être appuyée par des succès en compétition, une fois de plus, qui vont être retentissants. On a les versions très sportives avec une 205 GTI qui reste le mythe incontournable de la 205. Jacques Calvet va veiller personnellement aux lignes des voitures. Il va choisir avec soin les designers, il va ouvrir les marchés étrangers et il va gonfler les moteurs. Mais la France n'a pas de pétrole. Peugeot a le secret pour que les voitures en consomment moins. Ce secret, c'est le diesel. Un secret bien aidé par la fiscalité d'État, Peugeot va devenir un champion mondial du diesel. Le diesel, j'avais de grands débats avec mon collègue de Renault et qui trouvait très contestable que j'explique que le diesel permettait
de se consumer en plus de kilomètres que l'essence et que par conséquent, il fallait tenir compte de cet élément pour juger de l'équilibre diesel par rapport à l'essence. Prix de la voiture plus cher, carburant moins cher, distance parcourue plus longue. Avec cette détermination, Jacques Calvet n'a pas seulement sauvé le groupe et protégé la famille. Jacques Calvet est aussi devenu une vedette du monde patronal. Avec son franc-parler, ses postures, il décoiffe. La presse adore ou déteste, mais elle parle de lui. Il le sait, il en joue. Le personnage est tellement atypique qu'il va entrer au guignol de l'info. Du coup, la France entière le connaît. Je ne suis pas à pied, simplement j'ai eu un petit problème de voiture. Ah, il faudrait peut-être penser à en changer, monsieur Calvet. Je ne vois pas pourquoi. Ma voiture est neuve. Merci, monsieur Calvet. Jacques Calvet s'en souvient très bien. Le coup de la panne, il n'aime pas. Oh! Il y avait des voitures dont les conducteurs imaginaient qu'elles avaient pu s'arrêter quelques instants. Non, non, non. Jacques Calvet va quitter l'entreprise à 65 ans révolus, pas un jour de plus après 13 ans de service. Il aurait sans doute voulu prolonger un peu le débat. En fait, il fallait tourner la page. Jacques Calvet avait redressé, il avait assaini financièrement le groupe PSA, Peugeot Citroën. Il avait rétabli les marges de rentabilité. Mais une fois de plus, tout change tellement vite. Avec l'euro, l'Europe, l'Internet, la Chine, tout est bouleversé. L'an 2000, c'est demain. Et l'an 2000 va ouvrir grand les portes de l'international. Et là, Peugeot Citroën est gêné, faible, fragile, mal préparé. Le groupe fait appel à Jean-Martin Folz. Après le sorcier de la finance, les Peugeot recrutent un globe-trotteur qui va passer le plus clair de son temps à ouvrir des usines hors d'Europe, au Brésil, en Argentine et même en Chine. La stratégie est de s'installer au plus près des futurs clients. On ne délocalise pas, on investit. Je dirais que mon rôle est de fixer des objectifs au groupe PSA Peugeot Citroën. J'ai essayé d'en fixer et de persuader l'ensemble de mes collaborateurs et du personnel que c'est là qu'il faut aller. Je crois que nous partageons effectivement cette ambition de croissance, d'innovation et de rentabilité. Et je constate avec satisfaction que nous progressons dans cette voie-là. La rupture avec la stratégie Calvet est brutale, y compris dans les stratégies de coopération. Calvet s'en méfiait. Folz, lui, va les multiplier. Il va signer avec Ford, BMW, Toyota. Les ventes mondiales du groupe, qui étaient tombées à 2 millions de véhicules, repassent à 3,6 millions. Sauf qu'au début des années 2000, l'horizon des marchés mondiaux se brouille à nouveau. Les attentats du 11 septembre vont secouer les compteurs. Les profits baissent, les marges s'érodent. Chez PSA comme ailleurs, ça craint. Les nuages s'amoncellent. Les actionnaires approuvent l'expansion internationale. Oui, mais ils s'inquiètent de la baisse des résultats. Une fois de plus, ça grogne. Jean-Martin Folz quitte le groupe en 2007. Personne n'est dupe. Christian Streff lui succède, mais sa gouvernance sera brève. La crise des subprimes qui submerge le monde en 2008 paralyse le marché automobile. Les deux constructeurs français, PSA et Renault, sont une fois de plus au bord de l'asphyxie, au bord du gouffre. Alors que Renault s'est préparé à affronter la tempête en s'alliant à Nissan et en misant sur le low cost, PSA est très en retard. Alors côté court, Christian Streff passe son temps à faire des économies et à licencier du monde. Dans un contexte de volatilité des marchés financiers, nous ne tablons sur aucun coup de pouce de la part de la conjoncture économique. Globalement, notre scénario pour tout ce que je vous annonce ce matin est le suivant. Pour 2009, nous partons sur une hypothèse de forte baisse du marché automobile, moins 20% en Europe et un déclin significatif dans les pays émergents. Côté jardin, il passe ses nerfs à calmer la famille qui a la fièvre et qui comprend mal ce qui se passe. Victime d'un accident cérébral qui l'avait affaibli, Christian Streff aura tenu 2 ans. Philippe Varin reprend la barre mais garde le même cap. Réduire les coûts, supprimer les emplois, encore et toujours. Les besoins sont énormes. Peugeot n'est pas assez international.
Il faudrait investir pour gagner en compétitivité, investir en innovation pour sortir progressivement du diesel. Le lion est à genoux. Et un lion à genoux, ça court pas très vite, hein. Les dirigeants syndicaux ne comprennent pas que la famille ne puisse pas remettre de l'argent. Elle doit être riche, cette famille, pourtant. Le monde des affaires, lui, ne comprend pas que Peugeot ne cherche pas des alliances plus fortes, un peu comme Renault. La raison en est simple. Les actionnaires de référence, emmenés par Thierry Peugeot, sont encore très réticents à l'idée de perdre les commandes de cet empire familial. Derrière la façade du siège de PSA, les membres du conseil de surveillance cherchent ce soir de nouveaux fonds, 3 milliards d'euros pour la firme au Lyon. Premier scénario étudié, faire rentrer au capital le numéro 2 automobile chinois, Dongfeng, mais également l'État français. Et si le scénario est soutenu par Philippe Varin, le président du directoire de PSA, il ne convient pas à un homme. Thierry Peugeot, le président du conseil de surveillance de la firme. Pour lui, c'est auprès du public que l'argent doit être trouvé, en plaçant uniquement de nouvelles actions sur les marchés boursiers, une ouverture de capital que le gouvernement dit suivre de très près. Philippe Varin ne tient pas. En 2014, le groupe est quasiment en ruine. L'Élysée, Matignon et Bercy sont sur les dents. Il faut à tout prix éviter une catastrophe industrielle et sociale. Il faut à tout prix trouver de l'argent, beaucoup d'argent. La famille n'a pas le choix. Sans argent à remettre au capital, les Peugeot sont contraints d'accepter l'arrivée de l'État avec dans son sillage un investisseur chinois. Dongfeng, c'est lui l'investisseur chinois. Il a de grosses ambitions sur le marché chinois. Chez les Peugeot, l'argent de l'État, c'est déjà difficile à digérer, mais l'argent des Chinois, c'est la fin d'un monde. Le montage est astucieux. L'État et Dongfeng finissent par prendre 14% du capital chacun. La famille se retrouve avec 14%, mais elle perd la majorité des droits de vote, celle qui lui donnait le pouvoir de commander ce groupe. On va donc constituer un noyau dur avec 3 actionnaires d'égale importance. L'État, Dongfeng et la famille. Nous sommes très heureux d'accueillir dans cette augmentation de capital 2 nouveaux actionnaires de long terme qui vont être à égalité avec nous pour assurer le développement du groupe. 3 actionnaires liés par un pacte. Le président du conseil de surveillance, Thierry Peugeot, quitte donc son fauteuil. Il est remplacé par Louis Gallois. Il a été convenu entre l'État et l'entreprise qu'un administrateur indépendant serait choisi d'un commun accord entre l'État et l'entreprise, c'est-à-dire la famille Peugeot. Et c'est tombé sur moi. C'est vraiment la fin d'une époque. Pour la première fois dans l'histoire, le groupe ne sera plus présidé par un Peugeot. Louis Gallois fait consensus, comme on dit. N'a-t-il pas dirigé avant la SNCF puis Airbus ? Le groupe d'actionnaires d'un côté, les syndicats de l'autre, lui faut plutôt confiance. Le conseil de surveillance est là pour apporter un soutien vigilant au management de l'entreprise. S'il n'y a pas de soutien du conseil de surveillance, il faut changer soit le management, soit le conseil de surveillance. Je ne suis pas représentant de l'État et je le suis d'autant moins que, comme président du conseil de surveillance, je suis indépendant. Celui qui va véritablement tenir le volant et mettre en œuvre la nouvelle stratégie du groupe, c'est lui, c'est Carlos Tavares. Il arrive de chez Renault où il a œuvré, aux côtés de Carlos Ghosn, au redressement du groupe Renault-Nissan. Il est crédible. Très précisément, j'ai franchi la porte là-bas le 2 décembre 2013, dans des circonstances particulières, puisque à l'époque, le groupe PSA se portait très mal, comme chacun sait, et on m'a proposé le défi de contribuer au redressement de l'entreprise. Donc je suis arrivé très excité à l'idée que je pourrais aider cette entreprise à se sortir de l'ornière, et donc vous pouvez mesurer l'état d'excitation dans lequel j'étais. La stratégie est simple, il fallait relancer les gammes de produits, mettre le paquet à l'international et restaurer la compétitivité. Alors, comme chez Renault, Carlos Tavares va réussir à négocier un accord de compétitivité qui préserve les emplois en France. Cet accord est la clé de tout. C'est lui qui structure le capital confiance de l'ensemble des partenaires de l'entreprise. On ne peut pas dire que PSA n'a pas perdu d'emploi pendant la phase de reconstruction.
de notre entreprise. Il y a eu des pertes d'emplois, c'est une réalité. Cette réalité, elle a été couverte par un accord avec nos partenaires sociaux qui ont compris qu'il fallait absolument remettre l'entreprise sur ses pieds et que c'était malheureusement le prix à payer pour cela, un des prix à payer. La plupart des organisations syndicales l'ont signé, 4 sur 6 l'ont signé, donc c'était déjà une très forte représentation de l'entreprise et ça portait essentiellement sur des efforts sur les coûts dans les usines, avec une contrepartie à l'époque, même si je n'aime pas le terme contrepartie, qui était la visibilité sur l'affectation des nouveaux modèles. Ce que nous avons totalement respecté d'un côté comme de l'autre. Du coup, son plan de développement est clair. Et nous avons lancé une offensive produit et technologique sans précédent dans l'histoire du groupe PSA. Et ceci est très important parce que ça signifie que nous n'avons pas cessé d'investir en recherche et développement et d'investir sur les nouvelles technologies, y compris pendant la phase de reconstruction économique de l'entreprise. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est une internationalisation de l'entreprise et nous voulons devenir un constructeur automobile véritablement mondial, présent sur tous les grands marchés du monde, de façon à ce que statistiquement, nous soyons protégés par rapport à des crises régionales. Ça, c'est le deuxième démarche, c'est l'internationalisation de l'entreprise. Et puis une troisième démarche qui porte sur des évolutions de société où nous comprenons bien que la notion de propriété de l'objet automobile est en train d'évoluer vers la notion d'usage. Et donc là, nous avons tout un pan d'activité qui est celui du fournisseur de mobilité qui se développe, sans passer obligatoirement par la notion de propriété de l'objet. Les 3 actionnaires principaux, l'État, les Chinois et la famille Peugeot, qui sont pourtant tellement différents, assument totalement cette mutation. Il faut dire qu'ils n'ont guère le choix. D'abord, avec l'État, ça passe, parce que Gallois sait faire, et il s'en occupe. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, surtout dans une entreprise où il a 14%. Et où il peut pas faire il ne fait pas la loi. C'est pas ce que j'ai connu dans d'autres entreprises, notamment à la SNCF ou à l'aérospatiale, où l'État avait 100% du capital. Donc l'État a 14%, et moi je n'ai pas de véritable problème. D'ailleurs, je pense que si vous interrogez Carlos Tavares, il vous tiendra exactement le même discours. Je ne vois pas actuellement que nous ayons des difficultés avec l'État. L'État soutient l'entreprise comme un actionnaire doit le faire. Ensuite, avec les Chinois, pas de surprise. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la rentabilité. Ça se passe bien parce qu'ils sont orientés business. C'est assez surprenant. Mais ce qui les intéresse, c'est que l'entreprise aille bien, que le cours de bourse soit bon, que les dividendes puissent être versés, et que la coopération entre Dongfeng et PSA leur permette eux-mêmes de développer leurs activités. Imaginez que lorsque l'entreprise était au bord de la faillite en 2012 en 2013, quand ils ont décidé qu'ils allaient mettre 800 millions dans notre entreprise, il fallait du côté des Chinois un peu de conviction pour convaincre les responsables que c'était pertinent d'investir autant d'argent dans une entreprise qui était à cette époque-là dans les difficultés que nous connaissons. Eh bien, ils l'ont fait. Et à partir du moment où ils l'ont fait, ils n'ont eu de cesse que de soutenir le management dans son travail de reconstruction économique de l'entreprise. Ils l'ont fait de manière très, très fidèle, très continue, très constructive. Et malheureusement, je n'ai pas de mauvaise histoire à vous raconter sur ce domaine-là parce que ça s'est très, très bien passé. Reste la famille. La famille joue son rôle. Elle est très présente dans l'entreprise, elle incarne l'histoire de cette entreprise, donc elle a une place particulière et qu'il faut que chacun reconnaisse. Je pense qu'elle se sent engagée dans la dynamique actuelle de l'entreprise, comme les autres actionnaires. Cette famille s'est donc réorganisée pour gérer le patrimoine familial. Les 3 branches de la famille se sont rapprochées. Robert Peugeot, c'est le financier, il préside la société d'investissement, FFP. Cette société est cotée en bourse. Elle gère 3 milliards d'actifs, dont 41% sont investis dans PSA. Les 59% restants le sont dans des sociétés industrielles. Jean-Philippe Peugeot, c'est un peu le gardien du temple. Il préside, lui, un holding de tête, EPF, détenu par la famille et qui surveille FFP. Marie-Hélène Roncoroni-Peugeot appartient à la 3e branche. Elle siège au conseil de surveillance de PSA. Elle gère la fondation Peugeot consacrée à l'aide à la mobilité. Pour la première fois, les 3 représentants de la famille ont accepté de répondre ensemble.
Nous avons connu des hauts et des bas dans notre participation chez PSA. Il y a quelque chose de très fort qui lie l'ensemble de la famille et avec le groupe automobile. Ça fait partie de l'histoire. On y est tous très attachés et on souhaite continuer à jouer ce rôle d'actionnaire de référence. On a des perceptions différentes et en particulier des projections différentes dans le futur. Donc forcément, on n'a pas tous au même moment exactement la même lecture de ce qu'il conviendrait de faire ou de ce que le groupe attend de nous. Il y a un très fort attachement de la famille. Alors la famille est discrète, elle exprime à sa façon, elle a toujours voulu rester présente, même dans les moments les plus difficiles. Il y a eu des jours douloureux, des jours plus faciles, mais je crois qu'elle a toujours voulu être là. Elle a privilégié quelquefois l'intérêt général à son propre intérêt. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, quand vous arrivez à verser durablement des dividendes raisonnables, je ne dis pas hystériques, hein, ni haut ni bas, vous arrivez à avoir une famille relativement calme. Relativement, parce qu'il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui a envie de dire quelque chose qui est différent de ce que d'autres disent ou que la majorité dit. Mais bon, je veux dire, that's life. Le dernier des Peugeot à occuper des responsabilités opérationnelles dans le groupe, c'est Xavier Peugeot. C'est le fils de Pierre Peugeot, le frère de Marie-Hélène Roccoroni. Il appartient donc à la 3e branche. Mais il affirme veiller de l'intérieur au respect de l'aventure Peugeot, l'ADN d'origine. Nous sommes des salariés comme les autres. Nous avons plus de devoirs, nous avons plus de responsabilités, plus d'exigences, mais une même volonté de résultat, une même volonté d'aller de l'avant, de regarder devant et de faire vivre cet esprit d'entreprise et ces valeurs qui font la force et l'histoire de Peugeot. Cette branche représente aujourd'hui environ 300 membres avec une nouvelle génération qui a été formée avec les principes protestants de leurs parents, mais qui travaille un peu partout dans le monde. Cette nouvelle génération regorge d'idées, d'ambitions, des ambitions que le fonds familial pourrait financer, un peu comme au 19e siècle quand les Peugeot se serraient les coudes au pays de Montbéliard et fondaient chacun leur entreprise dans la meunerie, le coton, l'acier. Il y avait au début du XXe siècle plus de 100 constructeurs automobiles sur la ligne de départ. Et donc de comprendre pourquoi, si longtemps après, la famille est toujours à bord. La génération suivante, nous la préparons et nous allons travailler avec elle. Comment construire, comment leur passer à un moment les manettes et continuer l'histoire. Parce que je crois que le point commun qui nous lie, c'est l'idée de pérennité, l'idée de long terme. La vie chez les Peugeot, dans l'entreprise, n'a pas toujours été linéaire. Il y a eu des à-coups, si vous regardez l'histoire, assez forts. Il y a des moments où on a pu perdre confiance, mais on est toujours resté là. Alors, je crois qu'il y a un moment, on est à la 8e génération. Donc on prépare la 9e, on est dans un monde qui change énormément, en pleine mutation, que ce soit automobile, des choses qui s'accélèrent à une vitesse phénoménale. Je crois que maintenant, je me suis dit qu'on ne pouvait pas leur dire « maintenant vous arrivez, c'est comme ça ». C'est notre devoir de leur transmettre, j'espère, je le fais, j'ai à cœur de leur transmettre nos convictions, notre enthousiasme, notre passion. Nous avons, notre génération, la responsabilité de léguer à la génération suivante quelque chose qui soit significatif. Et je pense qu'ils auront à cœur de faire la même chose. Pour ça qu'on dure depuis 200 ans. Pour Carlos Tavares, les bases du redressement sont désormais posées. Grâce aux accords de compétitivité signés, mais aussi grâce à la force des marchés, il a obtenu des résultats beaucoup plus rapidement qu'il ne le pensait. Et il a aussi protégé les emplois dans l'Hexagone. Eh bien, nous avons effectivement reconstruit l'entreprise beaucoup plus rapidement que prévu. En gros, en 2 ans plutôt qu'en 4 ans, ce qui est la norme dans l'industrie automobile. Et donc, le fait que nous l'ayons fait très vite est le résultat de cette démarche collective et du parfait alignement de l'ensemble de nos équipes par rapport au levier de Back in the Race. Et donc, ceci a été aussi un socle sur lequel nous nous appuyons maintenant. C'est un socle d'excellence opérationnelle sur lequel nous appuyons pour maintenant mettre en œuvre un deuxième plan qui est un plan de croissance rentable de l'entreprise et qui s'appelle Push to Pass. Push to Pass, c'est le nom de code choisi pour nommer le plan stratégique. Revenir dans la course mondiale et bien sûr la gagner. La passion de Tavares, c'est la course automobile. Et son ambition, c'est d'arriver le premier. Éviter les obstacles, rouler, sans pour autant perdre ni son âme, ni sa culture. C'est une entreprise à racines françaises évidentes.
mais qui a une dimension mondiale. On est en Chine, on est en Iran, on va être au Maroc, on est évidemment en Espagne, en Slovaquie. C'est une entreprise qui a vocation à être mondiale, mais elle a des racines françaises et moi je suis très attaché aux racines françaises. Sauf que le groupe doit encore et toujours anticiper l'avenir, et cet avenir n'est pas écrit. Les pressions environnementales l'obligent à modifier ses moteurs, lui, le champion du diesel. La révolution digitale le contraignent à innover encore. La voiture connectée, la voiture autonome est prête, comme chez la plupart de ses grands concurrents. Mais pas seulement chez les constructeurs automobiles. Google, Apple s'y préparent aussi. Les grands marchés émergents s'ouvrent à nouveau. L'Afrique s'est réveillée. Alors, dans cette jungle où les grands fauves pèsent plus de 10 millions de véhicules par an, tout le monde sait bien que le lion reste très vulnérable. Vous savez, pour être un dirigeant dans l'industrie automobile, il faut surtout être très optimiste. Nous sommes dans une industrie qui est très exposée au chaos. Et donc il faut être optimiste et toujours pragmatique et constructif dans cette industrie, sinon il vaut mieux aller faire autre chose. Voilà l'histoire, et quelle histoire très particulière qu'on voulait vous raconter. L'histoire d'une entreprise d'abord qui a réussi à plonger dans la compétition mondiale. L'histoire d'une famille ensuite, qui la possédait depuis 200 ans et qui a dû accepter de changer son statut, de quitter ses fauteuils pour lui permettre d'aller plus loin. Cette histoire est forte, d'autant qu'elle n'est pas terminée. Les dirigeants le savent bien, les héritiers Peugeot aussi.